Madame Myriam Bellala, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante féministe depuis les années 90 et présidente de l'association SOS Femmes en détresse depuis 1999. C'est une association qui offre assistance téléphonique, soutien psychologique et juridique en plus d'un centre d'hébergement pour les femmes en détresse en Algérie. Une des catégories des femmes que vous assistez est celle des mères célibataires, soit celle des mères qui ont des enfants hors mariage en Algérie. Alors déjà, généralement en Algérie, comment des femmes se retrouvent dans cette situation de grossesse hors mariage? Très souvent, c'est des grossesses non désirées, de toutes les manières. Et le plus souvent, c'est parce que elles viennent de milieux très difficiles, où il y a eu déjà de la violence au sein de la famille, où elles n'ont pas été aimées. Et un parcours difficile, donc on va dire souvent déscolarisation. Et puis il arrive que elles font connaissance avec un jeune et elles finissent par une première relation. Elles ne connaissent pas, elles n'ont aucune idée des contraceptifs. Et puis c'est pas des relations sexuelles de longue durée, on va dire qu'ils se voient pendant l'année ou quoi que ce soit. Parfois c'est une rencontre ou deux. Et puis voilà, elle savait pas et elle se retrouve enceinte. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer la réalité à laquelle fait généralement face une mère célibataire en Algérie avant même la naissance de son enfant? Eh bien, c'est difficile. D'abord, il y a le problème de cacher la grossesse pendant assez longtemps. On va voir le gynécologue juste pour s'assurer de combien de mois et est-ce que vraiment il y a une grossesse, parce que c'est très difficile à accepter. Et ensuite, il y a on va dire, tout ce qui, les préoccupations, c'est d'abord qu'est-ce que je vais devenir, où je vais me cacher, qui va m'aider. Donc, du point de vue sanitaire, il y a très peu de chances que les femmes fassent un suivi comme des femmes mariées. Puis ensuite, elles vont pas vers les hôpitaux, dans les dispensaires, parce que elles ont peur de ne pas être acceptées. Elles ont peur qu'on leur demande le carnet de famille. Donc, quand elles arrivent au niveau de notre centre d'hébergement, c'est à ce moment-là qu'on leur fait tout le nécessaire, les bilans de santé, etc. Mais sinon, pendant tout ce temps-là, elles vont devoir, c'est vraiment le parcours du combattant, parce qu'elles vont devoir cacher et elles vont devoir faire comme si elles n'étaient pas enceintes et trouver des prétextes aussi par rapport au vomissement, par rapport à leur état général de grossesse. Et puis voilà, quand elles arrivent à nous retrouver, c'est le 7e mois. Et là, c'est aussi difficile parce qu'elles sont partagées, elles sont enfin en sécurité, mais il faut qu'elles trouvent des subterfuges pour la famille, parce que l'absence n'est pas tolérée. Après, il y a aussi tout le questionnement de l'accouchement, de l'enfant à venir. Vous avez parlé de la peur de se faire demander le livret de famille. Justement, même pour des visites pour les soins prénataux, le livret de famille peut être demandé en Algérie? Ouais, le carnet de famille, c'est vraiment le sésame en Algérie. Pour retirer des papiers, pour l'hôpital, etc. Oui, très souvent on demande le carnet de famille. Du moment que le seul lien en Algérie qui est accepté, c'est le mariage, donc tout est basé sur ça. On va demander depuis combien de temps tu es mariée. Voilà, les questions sont le plus souvent, parce que c'est ça la normale. Donc, une mère célibataire, quand on lui pose toutes ces questions, elle est très mal. Voilà.
Et donc, même si c'est des personnes qui sont bien intentionnées de la santé, le fait de poser des questions comme ça fait que la plupart des femmes qui sont les mères célibataires ne vont pas aller vers les hôpitaux. Et là, on parle encore des hôpitaux et des dispensaires des grandes villes. C'est invraisemblable de partir dans un dispensaire ou dans un hôpital d'un village ou d'une petite ville où tout le monde se connaît. Et justement, si jamais, quand ça arrive que la famille l'apprend, qu'est-ce qui se passe généralement? La fille se fait mettre dehors, par exemple, elle se fait chasser de la maison. Ah ben elle retourne plus, ça c'est clair, parce qu'elle est bannie. Ensuite, il faut qu'elle se cache dorénavant, parce que si les membres masculins de la famille venaient à la rencontrer, elle risque d'être gravement violentée ou peut-être même assassinée. Elle devient associée à la honte de la famille. Ben, c'est la honte de la famille, c'est clair, c'est la honte. C'est aussi un tabou tellement difficile à transgresser que quand elles le transgressent elles-mêmes, elles vont devenir celle qui a pas seulement la honte, mais celle qui a fait que la famille ne soit plus une famille comme les autres. Dorénavant, ça deviendra la famille qui a eu une fille qui a été engrossée et qui a ramené la honte. Donc après, ils ont peur de tout. Ils ont peur du fait que les filles ne vont pas se marier normalement, qu'on va les éviter, etc. C'est-à-dire qu'on reste dans un système tribal et où tout est codifié. Et c'est les femmes, c'est jamais les hommes. Si un homme, par exemple, rencontre une femme et que cette femme tombe enceinte, c'est jamais la honte que lui va ramener. C'est jamais lui qui partira de la maison. D'accord. Et dans le cas où ces femmes, après avoir donné naissance, décident de ne pas garder leur bébé, qu'est-ce qui advient de ces enfants par la suite? Il y a le cas de celles qui ne peuvent même pas donner le nom au bébé à la naissance. Parce qu'elles ne veulent pas qu'il y ait de traces et elles ne veulent pas que l'enfant, une fois qu'il grandisse, qu'il devienne majeur, qu'il la retrouve. Et c'est la DAS qui est responsable donc de ces enfants qui sont abandonnés. La DAS, c'est quoi? La DAS, c'est la direction de l'action sociale. Et donc la DAS va s'occuper de ces bébés. Ils vont être placés en pouponnière jusqu'à ce qu'il y ait des familles qui vont l'adopter. Et puis, il y a celles qui n'abandonnent pas. Ça, c'est encore autre chose, qui n'abandonnent pas. Et il y a celles qui ont déjà trouvé une famille d'adoption, voilà, et qui vont aller par la suite faire le nécessaire au tribunal pour une kafala. Et justement, pour l'abandon de l'enfant, est-ce que parfois, quand elle accouche, la femme, elle reçoit des pressions pour abandonner son enfant? Comment ça se passe dans les hôpitaux? Oui, très souvent, elle a beaucoup de pression pour abandonner. Beaucoup, oui. Parce que le personnel qui n'est pas qualifié va tout faire pour la culpabiliser et pour lui dire tu peux pas prendre l'enfant, tu vas l'emmener où? Il y a des réseaux de trafic d'enfants. Voilà, tous les subterfuges pour qu'elle puisse abandonner. Et certaines finissent par abandonner. Effectivement, la pression est tellement forte qu'il faut vraiment être très bien entouré et très bien soutenu pour dire non. Moi, je veux que ça soit comme ça et pas autrement. D'accord. Et une fois que, par exemple, ces femmes gardent leurs enfants, quelles sont les problématiques auxquelles elles se heurtent en Algérie avec un enfant, les mères célibataires? Oula, oui, c'est encore une autre histoire. Et je dirais peut-être que c'est la plus difficile. Parce que ces femmes qui ont fait un choix extraordinaire,
Parce que moi, je me dis souvent, et je leur dis parfois j'ai de l'admiration pour certaines. Il faut du courage pour tout bousculer comme ça. Il faut beaucoup de courage. Et ces femmes qui, malgré tout, qui prennent leur enfant alors qu'elles n'ont ni maison, parfois même pas de travail, qui n'ont plus aucun lien avec leur famille. En fait, elles sont seules avec un enfant. Et malgré tout, l'instinct maternel fait que, c'est leur enfant. Et puis, elles vont comme ça, coûte que coûte, se battre contre tous et toutes pour pouvoir faire vivre leur enfant. Et c'est vraiment très, 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 très difficile. Surtout les premiers mois, il est nécessaire, bien sûr, d'être à l'abri, d'être logé, après d'être entouré, parce que ça demande quand même de l'aide. Et la plupart sont très jeunes. Donc se retrouver du jour au lendemain avec un bébé, il y a un minimum de soutien. Et il y a toutes les conditions aussi matérielles, le lait, les couches, le suivi des vaccins. Et puis par la suite, quand l'enfant commence à grandir, c'est tout le problème aussi une fois qu'on a du travail, de se trouver une nourrice. Et une nourrice pas trop chère, naturellement. Parce que depuis quelques années, les nourrices elles demandent extrêmement cher. Et ensuite, de pouvoir joindre les deux bouts. C'est-à-dire, si on loue, on paye la nourrice, c'est dur de pouvoir faire tous ces calculs. Et le plus dur encore, oui, ça va être l'école. À l'école, on demande le livret de famille pour s'inscrire. À l'école, on ne demande pas toujours le livret de famille, non, pas toujours. Ça, c'est les personnes qui veulent vraiment faire du mal. Mais ce qui est essentiel, c'est que on ne peut pas se permettre de stigmatiser les enfants. Quand ils sont ensemble, les enfants, ils peuvent devenir très cruels. D'une part, parce que ils n'ont pas eu l'éducation de tolérance nécessaire. Et ensuite, ils reproduisent le même schéma et la même mentalité que les parents. Et donc, pour remplir des formulaires d'inscription, je ne saurais vous dire toutes les raisons qui font que, à un moment, on donne aux enfants, on leur dit, il faut faire remplir ça par votre père. Mais d'abord, il y a des enfants qui n'ont pas de père pour diverses raisons. Il y en a qui ont des parents divorcés. Il y en a qui ont perdu leur papa. Et il y en a qui, comme les enfants de mères célibataires, le papa ne les a pas reconnus. Donc déjà, le fait de dire comme ça à des enfants, ça met l'enfant dans une situation de gêne. Et parfois, des enfants disent « Moi, j'ai pas de papa ». Ou tu t'es absenté hier, tu dis à ton père de venir. Et donc, les enfants vont finir par savoir que le papa n'est pas mort, le papa ils sont pas de parents divorcés, donc c'est un enfant illégitime. Et ça crée des problèmes énormes. Après, il y a encore d'autres problèmes, c'est que au palier supérieur, au CE1, l'adolescence, elle est difficile pour tous les enfants, hein. Elle n'est pas prioritairement pour les enfants qui ont une famille, père et mère, et ceux qui n'ont pas doivent se tenir tranquilles. Or, depuis quelque temps, nous, on rencontre beaucoup de problèmes par rapport à nos enfants. Quand je dis nos enfants, c'est tous les enfants qui passent par SOS, c'est nos enfants. Et donc, comme je disais, la difficulté, c'est que, crise d'adolescence,
le statut d'enfant illégitime commence à poser problème aux adolescents, adolescentes. Et donc, très souvent, quand ils sont mal ou qu'ils font le moindre problème à l'école, il est arrivé que des enseignants et des enseignantes disent « c'est parce que c'est des enfants de SOS, de SOS Femmes en détresse, puisque c'est un centre d'hébergement ». Ou ils disent tout simplement, bah oui, ils n'ont pas de papa, c'est des enfants illégitimes, voilà. Et donc, on lâche tout à la situation familiale de l'enfant. Mais ça, c'est une chose terrible. Cette année, nous avons connu beaucoup ça parce que nous avons eu plusieurs adolescents et adolescentes au centre qui, c'est vrai, ont posé problème. Ils ont posé problème au niveau du centre, mais c'est l'adolescence, c'est un mal-être, et à l'école, ils ont été énormément stigmatisés. Et en plus, c'est venu juste après la sortie du documentaire qui a été réalisé. Normalement, ça aurait dû donner plus de préoccupations par rapport aux enfants qui n'ont pas de papa. Non, pour certains et pour certaines, ça a fait l'effet inverse. On nous en voulait beaucoup d'aider les mères célibataires. Et donc on s'est beaucoup vengé sur les enfants. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, c'est inacceptable. Et on a passé beaucoup de temps à voir les professeurs et parfois même les parents d'autres enfants. Parce qu'il y avait des parents d'autres enfants qui disaient « je ne veux pas que vous fréquentiez ces enfants-là ». Madame Bellala, est-ce que vous pourriez à présent nous faire part de la situation d'une mère célibataire à laquelle votre association est venue en aide et qui vous a particulièrement touchée? Oui, je me rappelle très bien d'une jeune femme qui était universitaire et qui devait après préparer son doctorat et qui tombait enceinte de son cousin qui était son futur mari. Elle venait de Biskra, pas Biskra ville, mais des environs de Biskra. Et donc, ça a été la catastrophe. Il n'a rien voulu savoir, malgré qu'ils étaient fiancés. Et il a eu trop peur parce que nous, c'est beaucoup basé sur les cérémonies de mariage. Et donc, ça se fait pas d'arriver ou d'accélérer ou de changer les dates Et donc, il lui a dit non. Il va falloir que tu trouves un moyen pour te faire avorter. Elle n'a pas pu, elle n'a pas voulu. Les deux à la fois. Puis au fil du temps, les derniers mois, elle était obligée d'arrêter l'université et de venir se cacher au centre. Et elle était très très anxieuse parce qu'elle ne voulait pas abandonner son bébé. Ce qui était normal parce que, quand on connaît son futur mari, quand c'est qu'une question de temps pour se marier, je pense que c'est impensable d'abandonner son enfant. Et on la voyait, elle était très très mal. On avait beau la soutenir psychologiquement, discuter avec elle, c'était pas possible. Et donc, par la suite, elle a accouché, elle avait eu un garçon et elle avait pris la décision de rentrer chez elle et de mettre son enfant chez une nounou qui était dans la même ville. Et on lui avait dit que c'était pas faisable, que c'était très dangereux et que sa famille pouvait le savoir. Non, elle était sûre que tout allait bien se passer et que c'était la bonne solution, qu'elle avait discuté avec son cousin que éventuellement il pouvait y avoir plus tard un compromis, ouais. Et ça nous semblait pas réalisable du tout. Et on avait eu beaucoup de craintes. Et je crois même qu'à un moment on a été fâchés contre elle. Parce qu'on se disait, elle va droit dans le mur. Effectivement, elle a accouché de ce petit garçon et elle est rentrée. Et la famille, bien sûr,
l'a su et son frère l'a égorgé. Ben voilà, voilà un crime d'honneur. Ben lui, bien sûr, après il est parti en prison et l'enfant, on l'a emmené en pouponnière. Jusqu'au dernier moment, son cousin, le père de l'enfant, n'a pas eu le moindre humanisme de recueillir son enfant. Voilà. Merci pour ce témoignage, on en a la chair de poule. Madame Bellala, merci d'avoir partagé avec nous cette réalité trop souvent méconnue ou évitée en Algérie et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.